Donc, ouvrir ce conseil municipal, je vais donc procéder à l'appel. Alors, Souila Bakour est excusée, pouvoir donner à Salomé Duval, Karima Baziz, présent, Ami Belagoun, Présent. Linda Bentifraoun, Présent. Sébastien Braillard excusé, pouvoir à Manuela Desarrougeaux, Guillaume Charlemagne, Présent. Bruno Courtois, Présent. Manuela Desarrougeaux, Présent. Patrick Duboc, Julien Bugnol excusé, pouvoir à Denis Sago, Salomé Duval, Alain Hugo, Bernadette Bruyel est excusée, pouvoir à Linda Bentifraoun, Sébastien Garçon, Hélène Caffi, Cécilia Cotan, nous avons du retard, pouvoir donner à Anne Belagoun, Taner Cotan, retard également, pouvoir à Hélène Caffi, Pascal Lemoyle est excusé, pouvoir à Fabrice Raoul, Laurence Lefebvre, Sylvie Le Sage présente, Hélène Kelly, Présent. Fabrice Raoul, Présent. Marion Renaudard, Présente. Denis Sago, Présent. Julien Salé est excusé, pouvoir à Sébastien Garçon, Cathy Septi, Présent. Cédric Stoclet risque d'arriver en retard, pouvoir à Cathy Septi, Prijo Tiercy Présent. et Patrick Deschamps. Alors, donc Hamid Belagoun est nommé secrétaire de séance. Merci Hamid. Alors, je vais déjà mettre en voie l'adoption de l'ordre du jour de la présente réunion. Je vous invite déjà à voter. Souvenez-vous le plus pour le pour, le moins pour le contre et le zéro pour l'abstention. Quand vous avez pouvoir voter sur les deux micros qui sont devant vous. J'ai 29 votes, 29 pour, c'est adopté, je vous remercie. Alors, avant de passer aux remerciements, j'adresse des félicitations, comme il est coutume républicaine de le faire, à l'organisation syndicale UNSA qui a remporté les élections professionnelles le jeudi 8 décembre dernier pour siéger donc au Conseil social territorial et obtient 3 sièges contre 2 maintenus pour la CGT. C'est historique pour ce syndicat d'être majoritaire et j'adresse toutes mes félicitations à ce syndicat qui a pu démontre une réelle participation à la construction des projets qui vont dans le sens de l'amélioration du quotidien des agents. Merci également à Patrick Duboc et Alain Evino, nos élus qui ont permis le bon déroulement de la journée en tenant le bureau de vote toute la journée. Merci à vous. Des remerciements également, donc nous en avons du Club des Requins Couronnés par la voix de son président Frédéric Soudet pour la mise à disposition de la piscine pour le défi de l'eau. Remerciements également à tous les acteurs qui ont œuvré pour faire de cette soirée une réussite. Une centaine d'entrées ont été relevées lors de la soirée au profit de l'UNICEF. Et grâce aux différents partenaires, la soirée a permis de récolter un total de 577 €. Des remerciements cette fois, exprimés par la famille d'Albert Azoulay, directeur des services techniques de la ville de Grand-Couronne depuis plusieurs années, décédé le 25 novembre dernier. Des remerciements lors de la cérémonie pour le soutien apporté tant par les participations et dons au bénéfice de l'association de lutte contre le cancer que pour les témoignages de sympathie et la présence aux côtés de la famille de certains de ses collègues. Mes chers collègues, avant de dérouler l'ordre du jour un propos liminaire, pardon. Je commence à bégayer maintenant. J'aimerais, avant d'ouvrir ce conseil municipal, rappeler quelques principes relatifs au savoir-être en conseil municipal, même si je ne devrais pas avoir à le faire. Selon l'article 1 de la charte de l'élu local, l'élu exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Le conseil municipal est une assemblée représentant l'ensemble des habitants de la ville. C'est une instance représentative qui se doit d'être exemplaire, au sein de laquelle je ne tolérerai jamais qu'il soit manqué de respect entre les membres qui la composent, quels que soient les avis, les opinions, les oppositions, les débats que nous avons ou que nous aurons à engager sur les sujets qui intéressent la commune. Je rappelle à chacun l'exemplarité que requiert son mandat au sein de cette assemblée et je vous demande à tous de modérer le ton et le langage. Je demande également d'arrêter les accusations de défaut de prise de parole, de piétinement de la démocratie et les agressivités des uns envers les autres pour des motifs parfois douteux. Vous l'aurez peut-être compris, je fais référence à notre dernière séance du conseil municipal du 15 novembre dernier pour laquelle je vous invite à réécouter les débats à la 48e minute où un élu de l'opposition prend à partie un élu de la majorité avec cette provocation que je cite. Si ça vous déplaît ce que je dis,
on peut aller voir dehors. Ceci est inacceptable. La politique et la démocratie méritent mieux que l'outrance et les invectives. Personne ne peut accepter ça. Quelle image renvoyée au couronné? Aucun contexte, aucun regard ne justifie de vouloir en découdre avec un élu en plein conseil municipal de surcroît. Alors, Monsieur Deschamps, vous avez exprimé le souhait de revenir sur votre provocation. Il avait exprimé oralement le souhait de présenter des excuses. J'en prends acte. Mais, Monsieur Sagou, peut-être qu'en tant que président du groupe Dynamique, solidaire et durable, vous souhaitez prendre la parole ce soir et revenir sur cette attitude, parce que je ne vous ai pas beaucoup entendu sur ces propos. Je vous laisse la parole si vous le souhaitez, Monsieur Sagou, en tant que président du groupe. Merci Madame la maire. Alors effectivement, M. Deschamps est venu vous présenter ce que vous appelez des excuses. Et effectivement, j'abonde dans le sens de ce que vous dites, cette assemblée mérite le respect, tout le respect qu'il se doit, mais le comportement de certains fait aussi partie du manque de respect. Donc cette réaction à chaud est effectivement est une réaction à chaud qui ne doit pas avoir lieu, mais le ressenti que l'on a sur toutes nos prises de parole est on ne peut plus désagréable et on ne peut plus irrespectueuse. Donc voilà, vous avez les excuses de Patrick Deschamps, vous avez les miennes aussi en tant que représentant de groupe, mais j'aimerais aussi que le respect soit réciproque. Donc je prends acte de votre discours, mais prenez aussi en considération notre ressenti, Madame la maire, s'il vous plaît. Monsieur Beragou, oui, pardon. Madame la maire, si vous permettez. Moi, je suis quand même assez surpris de voir des excuses de ce type en plein conseil municipal, alors que tout le monde est témoin ici du comportement qu'a eu un élu envers un autre élu de ce conseil municipal, qui a proféré quand même des menaces de violence physique. Alors, au lieu de s'excuser tout simplement, passer par des péripéties qu'on vient de constater tous au conseil municipal, c'est pas une façon de faire. Je pense qu'il aurait suffi de s'excuser, tout simplement, de ne pas en rajouter. Mais au vu de ce qui vient d'être dit, moi je demande une suspension de séance. Merci Hamid. Il est 18h40, 5 minutes. Je vous accorde 5 minutes de suspension de séance. On se retrouve à 18h45. Mes chers collègues, il est 18h45. Je propose donc qu'on reprenne le déroulement de la Petite déclaration, Oui. s'il vous plaît, Madame la maire. Bien, en tant que président de groupe, je vais revenir sur ce qui a été indiqué par Madame la maire avant cette suspension de séance. Effectivement, lors de la séance du conseil municipal du 15 novembre dernier, Patrick Deschamps, conseiller municipal et membre du groupe d'opposition, a prononcé des mots qui nous ont profondément choqués. Celui-ci s'en est pris directement au conseiller municipal Cédric Stoclet, en disant, je cite, « Si ça vous déplaît, ce que je dis, monsieur Stoclet, on peut aller voir dehors. » Cette agressivité et ce manque de respect, aussi bien à l'encontre de notre collègue que de notre instance républicaine, nous ont conduits à demander des excuses publiques lors de la séance du conseil municipal d'aujourd'hui. Malheureusement, l'absence d'excuses réelles et sincères nous oblige à condamner avec vigueur ce genre d'attitude. Monsieur Deschamps, comme tous ceux qui sont assis autour de cette table, sont des élus de la République. Cette fonction importante ne peut être ou ne doit être entachée d'une quelconque forme d'agressivité. Cette agressivité n'a pas sa place au sein de nos instances démocratiques. Si elle est intolérable d'un citoyen à un autre, elle l'est d'autant plus d'un élu à un autre. Un peu de silence derrière, s'il vous plaît. Non, un peu de silence. Merci beaucoup. Vous n'entendez rien? Ne vous inquiétez pas, on va parler plus fort. Si vous voulez, on pourra discuter après, cher monsieur. Si elle est intolérable d'un citoyen à un autre, elle l'est d'autant plus d'un élu à un autre. Une forme d'exemplarité s'impose à nous.
Il me semble donc nécessaire de rappeler une nouvelle fois ce que vous avez cité tout à l'heure, Madame le maire, l'article 1 de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Je vous remercie. Merci Fabrice. T'as d'autres demandes de parole? Monsieur Courtois. Merci Madame le maire. Je dirais, nouvellement arrivé au conseil municipal, je partage le point de vue de ne pas avoir d'injection vers qui que ce soit et de montrer un certain exemple, ça va de soi. Par contre, concernant cette charte, en tant que nouvel élu, je ne l'ai pas eue. Et serait-il possible de l'avoir? Premier point. Deuxième point, je dirais, nous sommes intervenus lors des derniers conseils municipaux pour, je dirais, travailler dans de meilleures conditions, d'avoir de la transparence, des échanges, de pouvoir avoir des dates de commission ou de conseils municipaux qui soient communiquées suffisamment à l'avance afin que chacun puisse s'organiser. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas facile. Je dirais, profitons de cet incident que l'on ne peut pas se satisfaire pour essayer de pousser les choses dans le bon sens, de travailler, je dirais, de façon plus probante à l'intérêt des grands couronnés. Je pense que nous y gagnerions tous. Personnellement, je souhaiterais vous indiquer que je suis stupéfait quand même de cette suspension de tuance. Je pense que s'il y avait des choses à demander des explications ou plus, ça pouvait se faire autrement et éviter d'avoir, je dirais, une perte de temps. Je pense que nous avons tous, les uns et les autres, des choses à faire et je dirais, travaillons de façon pragmatique et objective dans l'intérêt de tous. Je vous remercie. Je partage qu'on travaille tous dans l'intérêt des couronnés, mais on ne perd pas notre temps quand on est en conseil municipal. C'est d'ailleurs ce que je vais... je suis sur d'autres, effectivement. C'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer en déroulant l'ordre du jour avec une première partie sur 4 demandes de subvention, dans l'intérêt des couronnés aussi. Alors, je vous propose donc qu'on déroule avec une première demande de subvention pour la réalisation d'un film documentaire sur Châtel d'Arblay. Alors, vous connaissez l'histoire de Châtel d'Arblay. Suite à l'annonce de la fermeture du site, 3 salariés se sont alliés pour assurer la continuité de l'activité. Julien et Cyril, tous deux ouvriers papetiers syndiqués, et Arnaud Doxer, cadre sans étiquette, qui ont refusé de se soumettre à l'offre de reprise et qui était couplée à une production d'hydrogène proposée par le propriétaire. Donc ils ont travaillé en parallèle à une proposition de reprise, à une offre de reprise par un consortium, un travail qu'ils ont fait en lien avec la métropole Rouen-Normandie qui a activé son droit de préemption sur le site et qui a donc dans le même temps racheté le site et revendu à la société Veolia pour pouvoir continuer cette activité. Donc c'est tout ce combat qu'a filmé Marianne Lair entre mai 2021 et juin 2022. Un gros travail. Elle a suivi 3 gars, comme on les appelle, Julien, Cyril et Arnaud, pour mettre en valeur leur engagement exceptionnel sur le site de Châtel. Donc c'est un film qui sera visible dans quelques mois, si tout va bien, puisqu'elle a déjà sollicité des soutiens financiers et obtenu déjà celui de la métropole Rouen-Normandie. Donc c'est ce que je vous propose ce soir, chers collègues, de soutenir la production du film de Marianne Lair. Donc vous avez montant la subvention qui vous est proposée ce soir, donc 2 000 € pour aider au financement du film. Il y a des remarques sur cette délibération. Vous venez au voir. Donc à voter. Alors, 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une autre subvention, alors il y aura 2 subventions pour le collège Vaunoir. Une première pour un voyage scolaire pour 19 élèves de l'option langue et culture européenne qui souhaitent effectuer un voyage scolaire dont la destination est à définir et qui leur permettra de concrétiser un travail thématique sur les différents pays découverts au long de leur année scolaire.
Donc, le coût du voyage est estimé à 430 € par élève, et donc il cherche aussi des soutiens, donc il vous est proposé d'apporter un financement à hauteur de 50 € par élève. Il y a des remarques? Oui, juste une petite, en fait, on aura une idée du lieu de destination de ce projet bientôt. Enfin, c'est une question bizarre, mais on ne sait toujours pas le lieu où vont aller où aura lieu le projet, pardon. Hélène? Alors j'ai eu quelques informations. Effectivement, ils ont le grand bonheur d'entrer dans la loi du marché avec un voyagiste qui leur a expliqué que 19 élèves 4 jours était finalement quelque chose d'assez peu intéressant. Donc ils ont relancé un appel d'offres pour pouvoir partir et ils sont encore en attente de devis puisqu'ils doivent, comme tout collège de l'école publique, répondre à des obligations réglementaires. Donc, de ce fait, la destination pourra certainement soit être réduite, soit modifiée. Mais ce qui est essentiel pour l'équipe enseignante et l'équipe de direction, c'est de ne pas augmenter la part implication. Et alors ensuite, d'une part, la part financière, et d'autre part, et aussi la part pédagogique, puisque ça fait 2 ans qu'il travaille avec ses élèves sur des régions culturelles précises. Et l'idée n'est pas de partir pour partir, mais vraiment de répondre à un travail pédagogique qui a été mené depuis de nombreux mois. Donc voilà où ça en est. Merci pour ces précisions, Hélène. Je vous invite donc à voter sur la délibération. 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc la deuxième subvention pour le collège Renoir, un échange, donc c'est l'échange traditionnel avec le collège et l'Oberschule de Belten, dans le cadre des échanges qu'ils ont traditionnellement. Donc une demande de subvention de 800 € pour permettre de faire vivre le jumelage. Des remarques avant que je mette au voix? Non. Je vous invite à voter sur la délibération. 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une demande de subvention, toujours pour l'association Toega, qui est une association qui soutient depuis sa création le dispensaire de Coubry, parraine des enfants à Ouagadougou, et qui s'investit depuis 2017 dans la construction du collège de Brousse de Coubry. Elle apporte aussi son soutien à la ferme pilote de l'AZN à Guillet, par l'intermédiaire de l'association Terre Verte. Toega, c'est 23 adhérents, de nombreux sympathisants, et qui chaque année participent à la vie du collège, notamment à la disposition, notamment ce que le collège à la disposition des élèves de 3e pour du soutien scolaire. Donc étant donné que nous avons des habitants de Grand-Couronne qui participent à ce projet, il vous est proposé d'accorder une subvention exceptionnelle à cette association à hauteur de 500 €. Il y a des remarques sur cette délibération? Je le vois. Vote pour, c'est adopté à l'unanimité. Merci pour cette association. Et on passe donc à la direction des finances. Bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit donc d'une première délibération sur le solde de la subvention de fonctionnement 2022 apportée au budget du CCAS. Le Centre communal d'action sociale reçoit de la ville une subvention de fonctionnement annuelle. Et cette subvention avait été chiffrée à 1 336 800 € afin d'équilibrer son budget primitif de 2022 et correspondait à une somme plus élevée que les années antérieures en raison notamment du recalage de son année budgétaire sur l'année civile. Suite à l'affectation du résultat, donc le solde de la somme qui avait été budgétée en 2022 n'a pas été versé dans sa totalité. Donc aujourd'hui, ce solde nécessaire au bon fonctionnement du CCAS s'élève à 207 003,35 € qu'il vous est donc proposé de verser. Merci. Des remarques sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous invite donc à voter sur cette délibération.
2 pour, 7 abstentions. C'est donc adopté, je vous remercie. La même chose pour le budget de transport, Guillaume toujours. Merci. Donc c'est une délibération plus habituelle. Le budget annexe du transport reçoit de la ville une subvention de fonctionnement annuelle. Celui-ci a eu besoin de la somme de 193 000 € afin d'équilibrer son budget primitif 2022, suite à l'affectation du résultat sur le transport qui a permis l'achat d'un second bus. Il s'avère qu'il a besoin de l'intégralité de la somme qui avait été budgétée en 2022 et donc de mener ses actions de service public sur le territoire. Il est proposé donc de verser un solde de 57 900 € à ce budget annexe. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Je vous invite donc à voter. « 22 votes pour, 7 abstentions. C'est donc adopté, je vous remercie. 2 délibérations pour des garanties d'emprunt. Guillaume. Merci. C'est une délibération également habituelle. Dans le cadre de la garantie d'emprunt accordée à Quevilly Habitat, le réaménagement d'encours du prêt de la Caisse des dépôts et de consignation nécessite d'adopter un avenant dont les dispositions sont les suivantes. Donc vous avez en article 1, le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne des prêts réaménagés, initialement contractés par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L'article 2 des nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagé sont indiquées pour chacune d'entre elles à l'annexe caractéristiques financières du prêt réaménagé. À titre indicatif, le taux livret A est maintenu à 2% jusqu'au 1er février 2023. Sur l'article 3, la garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date de l'exigibilité. Et au niveau de l'article 4, le Conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite donc à voter. Garantie d'emprunt. Vote pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. La même chose pour l'habitat social plein normand. Merci, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement la même délibération que la précédente pour l'habitat social pleine normande. Et donc, voilà, même chose. Je vous invite à voter sur cette délibération. Un vote. 29 votes. 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe à la délibération sur le taux des impôts locaux. Pardon, j'en ai zappé, excusez-moi. Le vote des taux par une collectivité dotée d'une fiscalité propre doit obligatoirement faire l'objet d'une délibération spécifique chaque année distincte du vote du budget, et ce même si les taux restent inchangés. Dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les communes bénéficient depuis 2021 du transfert du taux de taxe foncière sur le bâti du département de 25,36% pour la Seine-Maritime. Ce transfert du foncier bâti du département et l'application d'un coefficient correcteur assurera la neutralité de la réforme de taxe d'habitation pour les finances de la commune. Donc vous avez à votre disposition, et s'affiche un tableau qui est un peu éloigné pour mes yeux, vous devriez m'excuser. Le dernier taux étant de 0,656451. Merci Guillaume. Il y a des remarques sur le taux des impôts? Non. Donc on voit. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération sur le vote du budget primitif de la ville pour 2023. Merci. Le vote du budget primitif ville 2023. Donc ce budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Il est établi en sections de fonctionnement et sections d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses, et divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.
Elles doivent être votées en équilibre. Les recettes égalant les dépenses pour chacune de ces sections. Les ressources propres doivent d'ailleurs couvrir le remboursement en capital de la dette. Ce budget a été réalisé sur les bases du plan pluriannuel d'investissement qui a été voté en séance du 20 septembre 2022 et suite au débat d'orientation budgétaire du Conseil municipal dernier le 15 novembre 2022. Le projet de budget primitif proposé pour l'exercice 2023 s'équilibre à 22 307 049 euros 35 centimes en fonctionnement et à 3 483 234 euros et 22 centimes en investissement. Il a été réalisé en prenant en considération la poursuite d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement et la recherche de partenaires pour financer les projets subventionnables en fonctionnement et en investissement. Il vous est proposé donc d'adopter ce budget pour l'année 2023 que vous avez reçu en annexe. Merci. Il y a Madame la maire, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, nous ne serons guère disert sur le document budgétaire que vous nous proposez ce soir. Ce n'est pas de notre part un manque d'intérêt concernant la vie municipale, car nous avons bien conscience que le budget est un document capital pour la vie de notre cité et pour nos concitoyens. Mais comment pouvons-nous développer davantage quand on nous fournit aussi peu d'éléments comparatifs par rapport aux autres années? Nous sommes bien conscients que le plan comptable a changé et qu'il ne permet pas d'inscrire sur le document les chiffres de l'année précédente, mais une analyse dans une synthèse plus détaillée aurait été la bienvenue, aussi bien ce soir que lors de la dernière commission des finances. Nous avons néanmoins examiné les documents de l'année précédente tels que le budget primitif et le compte administratif. Nous avons constaté une faible maîtrise des dépenses de fonctionnement et nous n'avons toujours pas de visibilité claire sur vos intentions en termes d'investissement. Le rapport d'orientation budgétaire présenté lors du dernier conseil municipal était d'ailleurs également peu développé sur vos orientations en termes de dépenses. Nous ne disposons donc pas des éléments nécessaires pour développer davantage. Ce que nous regrettons, avec beaucoup de tristesse, c'est la manière dont vous traitez les élus de l'opposition. Nous sommes choqués de ce manque de démocratie et de manque de respect, non seulement à notre égard, mais surtout envers une partie importante de la population. Nous demandons effectivement de votre part plus de démocratie, plus de transparence et d'information. Nous demandons aussi d'avoir des plannings prévisionnels pour les principales réunions municipales. Ces requêtes ne sont pas nouvelles puisque nous les formulons depuis le début de ce mandat, soit depuis 2 ans et demi sans succès. Et surtout, ne vous retranchez pas derrière une critique subjective et agressive des mandats précédents. Leurs bilans sont positifs, et nous voulons rappeler pour la énième fois aux nouveaux élus de votre groupe que vous en faisiez partie, vous pour le mandat précédent, et vos prédécesseurs depuis 1995. Ces critiques vont à l'encontre de l'action positive d'élus tels que François Foutel, Smaïl Bouffal ou encore Corinne Baris. Nous n'en dirons pas plus ce soir, car nous souhaitons pouvoir simplement travailler en tant qu'élus dans de meilleures conditions. Sachez que nous continuerons néanmoins à œuvrer pour notre ville et pour ses habitants. Ce soir, nous voterons contre ce budget. Merci. En fait, je voulais prendre la parole parce que je voulais vous demander si vous votez ce budget 2023, vous contribuerez à l'accompagnement et l'amélioration des conditions de vie de nos grands couronnés. En effet, en 2022, concernant l'insertion et l'emploi, nous avons dépensé 8 660 € pour le SIGE, le soutien initiative jeune. Une aide à la mobilité, soit une aide à la mobilité de 6 780 €, une aide aux études de 180 €, une aide au PAPA de 900 €, une aide à l'achat de matériel informatique de 800 €. Nous avons aussi accueilli 6 PEC, un de 35 heures, un de 30 heures et 4 de 20 heures. Et concernant les stages, les services de la municipalité ont pu accueillir 212 stagiaires, soit plus de 17 stagiaires par mois. Également, nous avons mis en place pour la première fois un forum du logement. Ce forum du logement a permis d'accompagner nos administrés dans leur démarche de logement, de bénéficier de conseils de nos partenaires et les informer sur les aides qui peuvent être allouées.
Également, concernant les solidarités, nous avons pu mettre en place donc, des aides alimentaires à l'épicerie sociale et solidaire, accéder plus facilement au dispositif d'aide solidaire avec le calcul du reste à vivre qui est passé de 10 à 12 euros. C'est aussi la mise en place d'un nouveau règlement avec des aides facultatives du CCAS pour pouvoir en un seul mode de calcul pour l'ensemble des prestations accordées, qui permettra une meilleure visibilité, une meilleure équité de traitement des personnes bénéficiaires sur l'ensemble de la commune. Aussi répondre à des sollicitations plus rapidement puisqu'elles sont désormais déléguées aux travailleurs sociaux du CCAS. Voter ce budget permettrait aussi aux résidents de la résidence autonomie Eugène Coton de vivre dans des logements améliorés et aux normes adaptées, de bénéficier gratuitement des services d'une blanchisserie ainsi que la présence d'une gardienne 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est permettre aussi aux grands couronnés de pouvoir prendre des repas à la résidence autonomie. C'est aussi le maintien de services de portage de repas à domicile des personnes en situation de dépendance ponctuelle ou chronique. Enfin, l'ensemble des sorties animation banquier et colis en faveur de plus de 65 ans, des plus de 65 ans, seront maintenus et nous avons déjà connu cette année une forte progression du nombre de personnes intéressées sur ces prestations. Voilà, Madame le maire, ce que je voulais rajouter sur ce budget. Merci Manuela. Est-ce qu'il y a d'autres? Karima Baptiste. En effet, en complément sur le budget, pour revenir sur la délégation temps de l'enfant, on a beaucoup parlé de la tarification cantine et j'aimerais apporter quelques précisions. En 2022, le tarif minimum est estimé à 0,94 centimes, le maxi à 3,63 euros. En 2023, il sera de 0,99 centimes pour le tarif minimum et le maxi pour 3,80 euros. Aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on essaie d'avoir un discours bienveillant, parce qu'à plusieurs reprises, j'entends parler d'augmentation. Un mot qui fait très peur pour des personnes, pour des familles qui sont peut-être déjà très vulnérables et qui n'ont malheureusement pas accès aux informations que nous avons ou à décoder ce que nous veut dire. Quand on entend le mot augmentation, ça effraie. Mais on n'arrive pas à forcément voir ce que ça représente. Aujourd'hui, de donner cette indication, ça permet peut-être de préserver des familles qui, par peur, vont se dire « Oh ben non, je vais retirer mon enfant de la cantine parce que moi je ne vais pas pouvoir payer ». Donc voilà, aujourd'hui j'attire l'attention de tous, que tous les mots ont leur importance. Parlons peu, parlons bien, mais soyons bienveillants. Merci bien. Merci Karima. Hélène Pelly. Bonsoir. Alors je voulais profiter du vote du budget primitif pour présenter à l'Assemblée, et comme nous avons la chance que ce conseil soit filmé, peut-être le présenter au couronné s'il se penche sur la vidéo, présenter le nouveau portail de la bibliothèque. Ça a été un travail considérable et il est vraiment extrêmement intéressant. Donc je tiens tout d'abord à remercier les agents de la bibliothèque et de la ludothèque qui ont fait un travail fantastique dans des délais extrêmement courts. Et donc voici le nouveau portail que vous pouvez découvrir en venant vous inscrire à la bibliothèque et en vous précisant que cette inscription à la bibliothèque sera gratuite à partir du 1er janvier pour tous. Donc avec les événements de la bibliothèque et ludothèque qui vous sont proposés, rappelés, qui sont triés, donc une réelle médiation. Je vous rappelle que le livre et surtout l'accès au livre est grande cause nationale, et je pense que là, notre ville fait un réel pas vers l'accès pour tous. L'ancien portail, s'il fallait comparer les choses, était, je pense, accessible pour des personnes relativement expertes et déjà en prise avec l'accès aux livres. Là, les bibliothécaires se sont attachés à présenter les premières de couverture, à donner des informations sur les livres, et nous espérons vraiment beaucoup que ce nouveau portail puisse faire venir plus encore ceux qui sont éloignés du livre. Petite précision, les délibérations que nous avons pu passer ont permis d'avoir un accès avec la médiathèque numérique, donc médiathèque numérique départementale. Alors, politiquement, à force d'abstention, effectivement, je n'ai pas forcément beaucoup d'acquaintance avec le président du département. Néanmoins, mettant ça de côté, il est nécessaire
d'offrir cet accès pour tous, pour tous nos couronnés. La médiathèque numérique, c'est un catalogue gigantesque au niveau livre, au niveau cinéma, au niveau documentation. Un accès aussi à des documents pour faire ses devoirs, un accès pour les langues vivantes. Donc vraiment un outil qui va être tout à fait capital pour notre jeunesse, nos seniors, nos adultes et vraiment l'ensemble de notre population. Et tout ça, en effet, gratuitement. Alors bien évidemment, nous dépensons de l'argent, mais la bibliothèque et la ludothèque sont de véritables lieux d'accueil essentiels dans notre commune et ils montrent des capacités à s'ouvrir au numérique et à s'ouvrir à toutes les formes de population, proches ou éloignées du livre. Donc c'est le nouveau portail. Je vous invite vraiment à aller le voir, à aller vous connecter, à vous renseigner pour obtenir vos codes, parce que c'est vraiment un outil qui va transformer l'accès aux livres et aux informations. Et nous sommes malheureusement dans une période où il est fondamental d'accéder à la vraie information plutôt que s'en tenir aux rumeurs et fake news. Autre élément de culture, en effet, nous dépensons de l'argent à l'avant-scène. Nous avons créé la billetterie électronique. Alors nous n'appliquons pas, comme j'ai pu le découvrir à Saint-Étienne-du-Rouvray, l'augmentation du prix d'€1 par billet, au prétexte qu'on achète par Internet. Chez nous, qu'on achète sur Internet ou en direct à la billetterie, ce sera le même prix. Et je pense que pour les couronnés, c'est une différence qui est plus que notable, parce qu'€1 sur un billet, effectivement, il y a des retenues bancaires sur la carte bleue, néanmoins, soyons tout à fait raisonnables. €1 par billet, c'est terriblement excessif et nous ne souhaitons pas appliquer cette augmentation pour les couronnés au prétexte qu'ils réservent par Internet. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Prijo, merci. Vous avez semblé surpris lorsque nous évoquions au dernier conseil municipal l'état des lieux, des infrastructures de la ville et notamment l'état déplorable des installations sportives. Comment vous pourriez être surpris puisque cet état des lieux vous a été présenté. Il a été communiqué dès septembre 2020 lors de notre première commission sport et vie associative. Vous nous avez questionné lors de la dernière commission sport et vie associative au sujet des différents leviers concernant la remise en état des installations sportives. Et vu le montant des sommes engagées, vous devriez enfin comprendre comment vous nous avez privé de possibles investissements. Alors il serait bon que vous cessiez de nous demander quels sont nos projets. D'ailleurs, vous avez vous-même admis, toujours en commission, qu'il y a une défaillance en matière d'entretien et qu'aujourd'hui cela coûte bien plus cher que cela ne devrait. Pour être plus clair, aujourd'hui nous sommes contraints de rattraper les erreurs du passé plutôt que d'investir dans de beaux projets. Malgré cela, on peut souligner quelques points positifs. Réussite de la fête de la ville avec plus de 2000 participants, la nouvelle formule du forum des associations qui est très appréciée, une première pour la journée de la fête des plantes, une autre première édition, la couronnaise dans le cadre d'Octobre Rose qui a été un bel événement, encore une première, pas plus tard que la semaine passée nous avons eu notre premier futsal en faveur du Téléthon. Toujours pour le Téléthon, nous avons pu apprécier un autre événement sportif, le tennis ballon auquel ont participé le groupe France contre QRM. Quelques changements qui ont apporté au cross des écoles une autre dimension. Il se déroule désormais à une date où la météo est plus clémente et on évite ainsi les reports ou annulations. De plus, l'IME y participe désormais et on peut s'en réjouir. Autre point positif, la création d'un nouveau club de boxe qui continue de se développer.
Et un point aussi important, ce sont les vues avec de nombreux clubs, avec les effectifs en augmentation significative pour 2022. Tout ceci pour vous démontrer qu'il n'est pas forcément indispensable d'investir sur de gros projets à 1 million d'euros, par exemple, pour un terrain de football, pour avancer et proposer des activités aux Coronets. Merci, Prigeot. Fabrice Raoult. Ouais, je vais apporter quand même quelques précisions par rapport entre autres à ce qu'a dit Prigeot. Moi, je constate quand même qu'il y a pas mal de choses qui se sont réalisées, qui se sont faites depuis effectivement juillet 2020. Alors, il y a plusieurs étapes dans la vie d'une collectivité. Vous avez pour moi une première étape qui est on pose un diagnostic. On regarde ce qui se passe, on fait le tour des bâtiments, on fait le tour de la flotte véhicule, on estime un recensement, etc. Ça a été notre quotidien pendant de longs mois. Je pense qu'on vient juste d'en sortir là, voilà, actuellement. Et puis vous avez une deuxième phase qui est la phase préconisation. Qu'est-ce qu'on va faire pour remettre en état? Qu'est-ce qu'on va faire pour renouveler? Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer? Pas du technique, puisque c'est un domaine que je connais quand même assez bien. On est dans la deuxième phase, on vient de la commencer. Voilà. On préconise, on chiffre, on estime les travaux. Donc c'est une phase qui va se dérouler encore sur quelques semaines, voire quelques mois. Et puis on va entamer, d'ici l'année prochaine, 2023, on va entamer la phase travaux. Et là, les Couronnais vont se rendre compte qu'effectivement, il y a des choses qui vont évoluer, des choses qui vont changer, il va y avoir des choses visibles. Je pris un exemple tout simple, le réseau de petite enfance, le RPE, qui se trouve sur l'ancien site Eiffel. Voilà, ça va être du visible, ça va être du concret. Il va y avoir le bus. Alors le bus, il a été financé là, il a été acheté en fin d'année, parce qu'on l'a pris sur le budget 2022, et il va arriver en tout début d'année. C'est pas rien, c'est presque 200 000 euros d'investissement quand même. Bon. Ça va permettre aussi de faire des économies, puisqu'on parle d'économie, on parle de gestion. J'entendais, il y a eu une très bonne gestion auparavant. Peut-être, effectivement, peut-être. Il y a eu des dépenses aussi. Prigeot vient de l'énumérer. On va pas revenir sur cet épisode-là. Donc ce bus, il va nous permettre très certainement de faire des économies par rapport aux locations diverses et variées. Je crois que ça représente un coût de 60 000 euros par an. Voilà, donc ça avance. Les véhicules, j'en ai parlé la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus. Hein. On a récupéré un parc véhicule, allez, n'ayons pas peur des mots, obsolètes. Moi, les véhicules qui ont 20 ans d'âge, ils peuvent même plus aller sur route maintenant, hein. Critère 4, critère 5. Bon, donc on a commencé à réinvestir, on a commencé à amorcer une transition écologique. On se dirige vers des véhicules électriques, avec le coût que l'on connaît. Et là aussi, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple de réussir à récupérer des fonds pour pouvoir renouveler un véhicule électrique. C'est 30 000, 40 000 euros. On est assez limité de ce côté-là. Donc, le budget 2023, le budget primitif, il fixe les grandes lignes, il fixe la politique que l'on va mettre en place, avec des éléments chiffrés, bien évidemment. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il ne suffit pas de bâtir. Bâtisseurs, ok, on les a connus il y a quelques années, très bien. Nous, actuellement, notre boulot, c'est de remettre en état. Et de, bien évidemment, continuer à donner un service et des équipements très corrects aux grands couronnés, et aussi d'améliorer les choses. Donc ça va se faire progressivement. Très honnêtement, nous nous étions donné 2 ans pour appréhender tout cela. Les réalisations vont arriver, vous regarderez le PPI, hein, vous allez jeter encore un coup d'œil dessus. L'isolation thermique de l'école Victor Hugo, qui va être amorcée d'ici la fin d'année 2023, avec un premier diagnostic, une première étude. Et puis au fur et à mesure, ben voilà, le programme va être déployé et je pense qu'on arrivera à la fin de ce mandat à réaliser tout ce qui avait été prévu, et même, je l'espère plus, ça c'est un vœu personnel,
que ce qui était prévu dans le PPI qui vous a été présenté. Donc, on suit notre trajectoire, notre feuille de route, et 2023 sera, et je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui, sera le début des réalisations. Donc vous verrez des investissements que nous avions prévus au début. Il s'est passé des choses, on a géré le quotidien en 2020, 2021 et 2022, et 2023 sera une autre étape importante dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement. Merci. Une conclusion, Guillaume? Oui, merci. Alors, je voulais intervenir sur le discours de M. Sago. J'ai le sentiment dans l'opposition qu'on est dans l'oxymore permanent. Vous contestez une politique tarifaire dans le magazine alors que vous votez pour quand vous êtes présent ici. Vous dites que vous êtes de l'opposition alors que vous votez quasiment pour toutes les délibérations qu'on met en place. Maintenant, vous souhaitez plus de transparence et de démocratie, mais on a déjà cette transparence, on a déjà cette démocratie. Vous avez toute la transparence nécessaire dans les documents que vous avez en main, là actuellement, dans les documents qu'on a pu également élaborer dans les différents conseils municipaux. La démocratie, elle existe également dans les commissions. Et quand on ne peut pas se déplacer dans une commission, on peut poser des questions. Et quand on est dans une commission, on peut aussi en poser des questions. On est aussi dans un contexte inédit, vous le savez, l'augmentation du point d'indice, et c'est tant mieux, mais c'est un coût pour la ville. Le Covid, les fluides, pas d'augmentation de la fiscalité à Grand Couronne nous concernant. Donc j'ai cette impression qu'on n'arrive pas à avancer à cause de toutes ces péripéties que vous mettez en place, dues à toutes ces contradictions dans les discours. Ça me met un peu mal à l'aise parce que du coup on ne peut pas avancer. Vous voyez. Là aujourd'hui on arrive à une situation, je résumerai un peu comme un discours de Georges Marchais qui disait que nous communistes nous sommes clairs, nous ne changerons jamais, nous ne changeons pas, nous sommes pour le changement. Bon, ok. Là aujourd'hui on arrive à un autre point, c'est que vous positionnez d'une manière très claire en disant on votera contre ce budget. Et bien voter contre ce budget, Monsieur Sago, c'est voter contre la politique sociale qu'on met en place pour les coronets. Et ça, vous l'assumerez. Voilà. Merci. Merci Guillaume. Alors un mot tout de même sur cette délibération essentielle qui est l'adoption du budget pour conclure tous nos échanges. Je voudrais revenir tout de même sur certains points en toute transparence et en toute franchise. Tout d'abord, je tiens à remercier les services municipaux qui ont travaillé à la préparation de ce budget dans un contexte difficile et incertain. Merci particulièrement à la direction des finances, Virginie Genestra, à la direction des ressources humaines également, par sa directrice Laurence Véchambre, car on sait que la masse salariale représente une part importante du budget de la commune, et bien sûr à notre DGS Géraldine Doigt-Perret pour orchestrer tout cela. Merci également aux élus qui m'accompagnent pour leur sérieux et leur dynamisme à travers la préparation de ce budget et des projets qui sont proposés aux couronnés. Alors cette année, je le redis, mais ce budget a été préparé dans un souci de maîtrise des dépenses, oui, et dans un esprit de préservation des intérêts des habitants qui bénéficient des services de notre collectivité et non à leur détriment, surtout en cette période de crise. Car oui, nous pouvons garder la tête haute, nous avons le mérite de maintenir tous les services publics, de ne pas impacter la fiscalité, les tarifications. Je pense surtout à la cantine, qui concerne de nombreuses familles, malgré cette crise énergétique, la hausse des coûts dans tous nos marchés publics, la hausse des matières premières. Nous faisons face à une inflation forte et à l'augmentation du point d'indice à hauteur de 3,5%. Quelques précisions également, je ne reviendrai pas sur la question du manque de respect, mais quand même, je dirais que vous êtes dans la critique permanente, dans la plainte permanente, vous ne construisez rien, vous ne proposez rien et vous nous reprochez même ce que vous n'avez pas mis en place en 25 ans, je pense notamment au PPI. Vous mentez également aux couronnés et j'en veux pour preuve vos propos sur la question des taux d'imposition où, je cite, on vous taxe de profiter de l'augmentation des bases fiscales. Une fois de plus, quelle malhonnêteté. D'abord parce que vous parlez de chiffres que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas 300 000 € dont la ville va profiter, mais moins 104 000 €.
7 900 000 moins 7 800 000, ça n'a jamais fait 300 000. En tout cas, si vous avez d'autres chiffres, je suis preneuse parce que nous avons les chiffres de la trésorerie. Et puis, sans compter le fait que les bases augmentent régulièrement, dernièrement en 2018-2019, puisque c'est la loi de finances 2017 qui indexait les bases sur l'indice des prix à la consommation, et à ce moment-là non plus, vous n'avez rien épargné sur la part communale, tout comme en 2013 où il y avait eu cette revalorisation exceptionnelle, où là non plus, rien n'avait été fait. Un mot rapide également sur l'épargne nette et l'épargne brute. Effectivement, notre épargne n'est pas satisfaisante, du moins comme on l'espérait. Et pourquoi ? Car en n'augmentant pas les impôts, en ne fermant pas les services, en augmentant peu les tarifs, il ne faut pas s'étonner que cela soit compliqué, sans compter l'antériorité dont on a hérité, la dette et la masse salariale notamment. La plupart des collectivités, elles, ont joué sur au moins l'un de ces trois aspects. Donc vous faites toujours une présentation dramatique de ce qui est fait, comme si tout était fait n'importe comment, sans connaissance et sans conscience, alors que je le disais, nous sommes largement accompagnés à la fois par nos services, mais aussi par les services de la trésorerie et par un cabinet extérieur que vous connaissez bien. Alors quand j'entends que notre collectivité dépense plus d'argent qu'elle n'en fait rentrer, là encore je réponds, j'attends des propositions concrètes et réalistes. Sur quoi on agit ? Sur l'augmentation des impôts, sur la fermeture des services, sur les licenciements. Je pense que dire le contraire serait totalement hypocrite. Quand on veut s'exprimer, on a toujours le moyen de le faire, et jusqu'à preuve du contraire, je crois que personne ne peut faire la démonstration ici qu'un élu aurait été privé de parole en conseil municipal, ou bien en rendez-vous avec l'un des élus, ou avec moi-même, bien évidemment. Donc, mes chers collègues, le budget qui vous est proposé ce soir est donc un budget sérieux, portant la marque de la transparence et de la sincérité, qui est à l'image de l'action que nous menons depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Les délibérations qui seront soumises au vote par la suite en sont la démonstration, tout comme celles que nous avons précédemment votées, et les interventions des uns et des autres, des élus, en sont le rappel. Chacun ici est le témoin du chemin parcouru. La préparation du budget est un moment important dans la vie de la commune, et celui de Grand Couronne mérite mieux que des raccourcis et des contre-vérités qui traduisent en réalité la rancœur des mauvais perdants. La dynamique est donc largement engagée avec les élus qui m'entourent et qui sont pleinement investis dans leurs fonctions électives, car nous consacrons chaque jour notre énergie à notre commune, à ses habitants, en veillant au respect de chacun dans un souci permanent d'équité, de solidarité, de justice et de bienveillance. J'y œuvre avec passion et engagement. Alors mes chers collègues, tous ces éléments étant dits sur le budget, je crois qu'il n'y a pas de prise de parole. Je vous invite donc à voter sur ce budget. 22 pour et 7 contre, c'est donc adopté, et je vous remercie. Les couronnés apprécieront donc les projets qui seront menés pour eux, comme ça a été dit. Délibération suivante, donc sur le vote primitif pour le budget annexe transport. Guillaume Charlemagne. Merci. La ville verse un acompte de la subvention d'équilibre correspondant au montant inscrit au budget primitif 2023 de la ville. Il est proposé avec cet acompte soit de 70% comme pratiqué les années précédentes. Le versement du solde sera proposé par délibération du conseil municipal avant la fin de l'année 2023, après le vote du budget supplémentaire 2022, du budget annexe du transport, et suite à la reprise de l'affectation du résultat de ce dernier. Il s'agit donc de fixer à 148 821 € la compte de la subvention du budget transport. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je ne vois pas. Je vous invite à voter sur ces délibérations. « 22 votes pour et 7 contre, c'est donc adopté, je vous remercie. La subvention pour le CCAS. Guillaume. Alors, excusez-moi, je pensais que c'était la collègue Pascal qui aurait lu.
C'est parti. Donc la ville de Grand Courant de verser un acompte de la subvention, non celui-là je l'ai déjà, oui, pardon, de 70% comme pratiqué les années précédentes également pour le CCAS. Le versement du solde sera proposé par délibération au conseil municipal avant la fin de l'année 2023. Après le vote du budget supplémentaire 2023 du CCAS et suite à la reprise de l'affectation du résultat de ce dernier. Excusez-moi, je pensais que c'était ma collègue Pascal, mais qui est absente en fait. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous invite donc à voter. Alors, il manque un vote. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Les votes de l'acompte pour le budget annexe du transport. Oui, merci. C'est donc un versement du solde, comme la délibération précédente, pour le budget 22, suite à la reprise de l'affectation du résultat de ce dernier. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je ne vois pas. Je vous invite donc à voter. « 22 pour, 7 abstentions. C'est donc adopté, je vous remercie. Alors, on passe à l'administration générale avec une modification sur la désignation des représentants au sein de l'IME, l'Institut médico-éducatif, pour permettre donc à Patrick Duboc de siéger au sein de l'IME. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous invite donc à voter. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Bravo Patrick. Merci. Merci à tous. On passe donc à la direction des ressources humaines avec une première délibération que vous connaissez maintenant, les créations et suppressions de postes qui modifient le tableau des effectifs. Donc vous retrouvez le détail dans le tableau qui est joint à la délibération. Il y a des remarques. Donc je vous invite à voter sur cette délibération. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. La mise à disposition du personnel auprès du syndicat intercommunal à vocation unique de restauration scolaire. Là aussi, c'est un renouvellement de mise à disposition pour 2 agents pour le CIVU, donc la restauration scolaire. Il y a des remarques. Je vous invite donc à voter. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La mise à disposition d'un personnel auprès du CCAS et personnel ville. Donc là, il s'agit de reconduire la mise à disposition d'un emploi permanent dans la catégorie A vers le CCAS et d'approuver la mise à disposition d'un agent relevant de la catégorie hiérarchique C vers la ville pour effectuer donc leur mission. Vous retrouvez le détail des quotités mises à disposition. Est-ce qu'il y a des remarques? Je vous invite donc à voter. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe au pôle sport, vie associative, manifestation, avec une première demande de subvention pour le kickboxing. Patrick Duboc. Le club du kickboxing a organisé une soirée de gala au mois de mai 2020. Bon, ils ont eu quelques péripéties sur cette manifestation. Suite à la modification d'organisation imposée par la fédération, le club n'a pu bénéficier de l'ensemble des recettes. Donc c'est la raison pour laquelle on vous propose une somme de 2 000 € pour régulariser cette situation. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je vous invite donc à voter. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le versement d'une subvention à une association
Suite à la demande faite par l'association OMS et l'avis de la commission sport et vie associative du 6 décembre 2022, la ville de Grande Couronne tend à poursuivre son soutien au secteur associatif local de culture, loisirs et d'utilité sociale et d'éducation populaire en faveur des habitants de la commune. Suite à la demande faite par l'association et l'avis de la commission, il est proposé de voter une subvention de 1 600 €. Merci. Prigeot, est-ce qu'il y a des remarques sur les délibérations? Des chambres? Oui, vous décidez donc de diviser par 3 la subvention de l'OMS qui va passer à 1 600 €. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il dispose d'un véhicule. Celui-ci coûte environ 2 000 € d'assurance, soit il le loue au club sportif. Mais il garde à leur charge le carburant, environ 800 € cette année. C'est pourquoi, vu ces chiffres, nous voterons contre et resterons vigilants pour les prochaines attributions des subventions. Oui, Prigeot. Juste d'abord une première remarque. Je crois que c'est peut-être la première fois que vous faites une remarque sur l'attribution d'une subvention en 2 ans. Bon, c'est tout. Je n'en dirai pas plus que ça sur ce sujet-là. Autre chose, vous aviez tout loisir d'évoquer ce sujet, ce problème de véhicules lors de la commission. C'est pas aujourd'hui, maintenant, qu'il faut en débattre. Je suis désolé, en commission, ça a été dit qu'il y avait un véhicule, et même les chiffres ont été donnés d'assurance. Donc, et de carburant. Donc, ça a été fait en commission. Pourquoi revenir dessus? C'est d'ailleurs pourquoi en commission, j'ai voté contre. Merci. Quelques autres prises de parole. Je vais mettre aux voix donc, cette délibération. Mais pourquoi pas en vote? Voilà, merci. Alors, nous avons bien 23 pour, 5 contre. C'est donc adopté. Je vous remercie. On passe donc à la modification du règlement d'accès. Il manque un vote. Oui, c'est bon. ne prend pas par vote. Donc un PPV. Patrick, donc sur le règlement, la modification de la salle de remise en forme. Oui, le règlement intérieur de la salle de remise en forme détermine les conditions d'utilisation de cet équipement. Son accès était jusqu'alors autorisé pour toute personne majeure. Son accès était jusqu'alors autorisé pour toute personne majeure. Il est proposé de modifier l'âge minimum autorisé et de permettre un accès dès 16 ans selon les conditions précisées dans ce règlement. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je vous invite donc à voter. Un vote. « 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. La modification du règlement pour les équipements sportifs, Patrick. Donc, les adaptations de fonctionnement et d'accès des équipements sportifs sont actuellement mises en place. Il convient donc de modifier le règlement intérieur des équipements sportifs en conséquence. On va passer sur des fermetures automatiques. Pour éviter que les gardiens restent le soir. Très bien. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non. Je vais donc au revoir. Donc un vote. 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. La convention de disposition des équipements sportifs, Patrick. Alors, la ville de Grande Couronne met à disposition de nombreux équipements sportifs sur ses différents clubs. Pour ce faire, il est nécessaire de définir les conditions de ces mises à disposition. Chaque club présente des spécificités dans ses pratiques sportives nécessitant certaines adaptations dans la convention, comme par exemple l'accès au centre aquatique pour les 3 clubs résidents, l'accès du club de rugby au club à housse, ou encore des conditions de sécurité à respecter pour la manipulation des panneaux de basket en charpente.
Ces éléments particuliers sont définis dans l'article 4 du projet de convention annexé à la présente délibération en fonction de ses particularités. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces délibérations? Vous avez donc à voter. Donc 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La mise à disposition de la piscine, toujours Patrick. Voilà, pour donner suite aux demandes de la Ligue de natation et de la commission régionale d'apnée pour organiser une compétition de natation et un championnat régional d'apnée au centre aquatique Annexe-Jany. Il convient d'approuver les termes des conventions de mise à disposition de cet équipement pour déterminer les conditions d'utilisation lors de ces deux dernières compétitions. Il est d'ailleurs proposé de fixer à 750 € la redevance journalière d'occupation, alors qu'elle était de 500 € avant. Donc on a modifié de façon avec les coûts de flux et tout, de pouvoir rentrer dans notre argent. Voilà. Merci Patrick, merci pour cette délibération. Il y a des remarques sur la délibération. Je vous invite donc à voter. Donc 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe maintenant, après le sport, au pôle vivacité avec la commission éco-subvention. Nous sommes ici dans une démarche de développement durable, d'amélioration de l'habitat et d'économie d'énergie. La ville souhaite apporter une aide financière aux personnes qui réalisent des travaux qui vont dans ce sens. Donc vous trouverez, si après l'ensemble des subventions allouées, pour un montant global de 784 €, la plupart des travaux sont du remplacement de menuiserie, récupérateur d'eau. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Le 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au pôle temps de l'enfant avec le projet de fusion des écoles maternelles et élémentaires Brossolette. Donc ce projet de délibération concerne la fusion des écoles maternelles et élémentaires Pierre Brossolette. Donc cela permettra de faciliter la continuité pédagogique entre la maternelle et l'élémentaire, de coordonner les projets pédagogiques des écoles et des équipes enseignantes, et une simplification administrative avec une seule direction, donc un seul interlocuteur. Donc nous accompagnons cette école dans ce projet et c'est une sollicitation forte de l'éducation nationale. Merci Karima. Alors sur cette délibération, il n'y a pas de vote, c'est un don d'acte. On doit prendre acte en fait de cette demande de fusion. Là, Salomé Duval. Alors vous excuserez ma voix. Merci. Permettez-moi d'abord de formuler une énième fois le vœu que la commission temps de l'enfant ait eu un horaire qui permette à tous les élus de venir et donc de permettre la démocratie dans le fonctionnement de notre municipalité. Donc la délibération présentée ce soir nous propose, donc, sans vote, si j'ai bien compris, d'acter la fusion de l'école maternelle et élémentaire Pierre Brossolette. Permettez-moi de formuler quelques inquiétudes à ce sujet. Concernant les écoles, les fusions sont rarement un signe positif. Ici, c'est le résultat d'un manque, puisque le poste de direction en maternelle n'avait pas été pourvu au mouvement des enseignants l'année passée. Comme vous le savez, le métier d'enseignant ne fait plus rêver, ou du moins beaucoup moins, celui de directeur ou directrice d'école également. Pour eux, le temps se découpe de façon morcelée. Difficile de mener une seule tâche, tant les interruptions sont nombreuses et proviennent d'interlocuteurs différents, des collègues, parents, élus, la hiérarchie. Leur charge est bien lourde. Pour nous, cette situation est conjoncturelle et ne devrait pas conduire nécessairement à une fusion, car cette dernière, elle, est définitive. Si le recours à une fusion d'écoles peut sembler présenter des avantages, elle peut également, à plus ou moins court terme, conduire dans certaines situations
par effet de globalisation des effectifs, à la fermeture éventuelle de classes et de postes. Nous nous interrogeons également sur la présence d'une seule directrice et donc d'une seule interlocutrice, comme vous le disiez. Nous ne voyons pas bien en quoi cela va simplifier l'aspect administratif et surtout cela ne favorise pas la proximité, que ce soit avec les parents ou même l'équipe pédagogique, et au contraire les éloigne. Pour terminer, quelques petites questions, puisque je n'ai pas pu assister à la commission. Cette fusion aura-t-elle des conséquences en termes de subventions et des financements? Aura-t-elle un impact sur le fonctionnement du périscolaire? Et je profite de cette délibération pour faire une toute petite digression pour exprimer notre vive inquiétude au sujet du délestage. On aimerait savoir si vous êtes au courant déjà, si des écoles seront impactées par ce délestage, et si c'était le cas, quels sont les dispositifs qui seraient mis en place pour permettre une continuité pédagogique. Nous porterons bien sûr une attention toute particulière sur ce sujet. Je vous remercie. Merci. Guillaume. Oui, merci pour ces questions. On s'y attendait un peu, on ne vous le cache pas. Et on a pris de notre côté toutes les préconisations nécessaires. C'est une délibération qui correspond à une attente. C'est une demande qui nous a été faite. Ce n'est pas une délibération qu'on impose pour un fonctionnement d'école. Malheureusement pour vous, le métier d'enseignant et de directeur d'école ne fait plus rêver et nous, c'est une priorité d'accompagner les écoles, de continuer à poursuivre ce rêve, à la fois au niveau des directions des écoles élémentaires et maternelles et bientôt primaires du coup de la ville, mais aussi à destination de chaque enseignant. On l'a dit tout à l'heure, on arrivera à une école de 12 classes qui veut dire qu'on a une décharge totale. Vous le savez, hein, je pense, mais je tenais à le rappeler parce que dans vos propos, on aurait peut-être compris qu'un directeur d'école serait moins disponible. Une décharge totale, ça veut dire que le directeur d'école n'aura plus d'activités pédagogiques complémentaires à mettre en place, ni de tâches d'enseignement face à l'élève. Il sera donc entièrement disponible pour les familles. Ça nous semble plutôt une bonne chose. Peut-être avons-nous un point de vue une nouvelle fois différent sur notre disponibilité en famille en tant qu'agent public. Sur la question de la fusion, défusion, je ne vois pas pourquoi on vient sur ce débat-là. Une école fusionnée, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas être défusionnée à un moment donné. Et je tiens à vous rappeler, parce que je pense que vous savez également que la globalisation d'effectifs, c'est un leurre. Au final, on en parle depuis 15-20 ans et elle ne s'applique toujours pas, quel que soit le département en France. C'est-à-dire qu'on continuera d'avoir deux effectifs, effectifs maternels et effectifs élémentaires. Et sans prendre trop d'avance, je suppose qu'en termes d'impact financier, on n'aura également aucun, en tout cas du point de vue négatif, pour les enfants et les familles. Voilà ce que je voulais vous préciser. Depuis 2020, moi ce que je constate, c'est avec ou sans fusion, il y a malheureusement toujours le risque d'une fermeture des classes. Donc je ne trouve pas que ce soit potentiellement un plus grand risque. Et puis concernant les commissions dont vous êtes invités, vous avez toujours en temps et en heure, et vous avez droit à du temps. Maintenant, propre à vous de voir l'horaire, effectivement, vous l'aviez déjà dit en toute transparence, j'étais venu voir en disant que j'entendais. On avait modifié une seule fois, on avait proposé à 18h, et malheureusement, vous n'étiez pas venu. Donc effectivement, suite à cela, je continue à repositionner les commissions le matin. Non, vous n'êtes pas punis. C'est juste que voilà, j'ai fait l'effort et malheureusement, il n'y a pas eu de retour. J'ai fait un pas vers vous parce que j'avais pris note. Mais il n'y a pas eu... Maintenant, je vous l'ai dit par mail, n'hésitez pas, c'est pas parce qu'on ne se rencontre pas à ce moment de la commission que vous n'êtes pas venu. Donc, vous en irez avec grand plaisir et on peut échanger par mail. Je pense qu'on l'a déjà fait et pour ça, j'ai toujours été disponible. Oui, pour vous répondre tout de suite, j'ai laissé une demande pour vous rencontrer, je n'avais jamais eu de réponse. Alors, peut-être que je m'étais mal pris, je n'avais pas demandé aux bonnes personnes, j'en sais rien. Mais la seule fois où j'ai demandé, j'ai pas eu de réponse. Mais je note, je prends de note. Mais on a déjà échangé par mail, vous avez donc nos mails. Ah oui, oui, tout à fait. Alors moi, je voudrais juste dire deux mots par rapport au périscope. Il n'y a aucune conséquence du fait de la fusion. Ça n'a rien à voir, en fait, ça touche pas. Et pour revenir sur les commissions,
C'est vrai qu'on est peu en commission. Après, on a testé le matin, on a testé le soir, on a testé le mercredi pour ceux qui ne travaillent pas le mercredi. Je vois pas en fait comment on peut réussir là à trouver d'autres horaires pour que ce soit adapté à tout le monde. Parce qu'entre le mercredi matin, le soir, les matins en semaine, on teste plein d'horaires différents et à la fin du compte, on est toujours au même nombre. Pour eux, on sera volontaire. Merci donc à tous. Donc, on prend acte de cette fusion. On va passer maintenant donc, à la délibération sur les subventions des projets des écoles. Donc voilà, malgré le contexte est compliqué, hein, on a rappelé à plusieurs reprises, les élus font le choix de ne pas impacter l'enveloppe destinée au projet des écoles. C'est une volonté forte que chaque enfant ait accès à des loisirs et que ce soit en lien avec un travail construit toute l'année avec ses camarades et son enseignant. Donc vous trouverez bien évidemment le montant et les répartitions en annexe des montants alloués pour chaque école. Merci Karima. S'il n'y a pas de remarques, je vous invite donc à voter sur cette demande de subvention. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. La nomination d'un transporteur public routier. Fabrice, bravo. Oui, c'est un. Pardon. Oui, c'est suite à, j'allais dire, un poste laissé vacant par malheureusement le décès du directeur des services techniques Albert Azoulay. Il nous est demandé de renommer un transporteur public routier. Nous proposons de nommer Madame Aurélie Nguyen pour exercer cette profession de transporteur public routier. Il n'y a pas de remarques. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Il manque un vote. 29 pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le dispositif Restoco en partenariat avec la métropole de Madrid. Donc le dispositif Restoco est une action de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a été initialement porté, donc porté comme vous avez appris ça, donc, par le pôle vide de la cité depuis un certain temps, donc nous le remercions. Alors dès que nous avons vu cet appel à projet de la métropole en lien avec le partenaire Vert et des cités, sans hésitation, nous avons répondu favorablement car il est en lien avec notre volonté de s'inscrire dans une démarche anti-gaspi. Ça a déjà été initié par des prédécesseurs, donc Julien, mais tout ça a dû s'interrompre pendant ces 2 années de péripéties, ces 2 années compliquées liées au contexte sanitaire. Donc cette année, ce sera l'école test, l'école retenue sera Picasso, donc avec différentes actions et une analyse au mois de juin. Donc là, si on va un peu légèrement détailler, sensibiliser, former les enfants au grammage, distinguer le gaspillage du déchet alimentaire, et puis voilà, nuancer un petit peu les choses, et puis ne pas trop les culpabiliser non plus. Et à la suite, en fait, il y aura une rencontre en juin, et puis c'est vraiment pour un apport de solutions, de mise en place d'outils nécessaires et spécifiques pour pouvoir mettre ça en place de façon pérenne. Merci Karima. Hélène Pelli. Je voulais juste appuyer sur les propos de Karima sur cette notion de prise de conscience de la culpabilité qui pèse lourdement sur notre jeunesse. Ce gaspillage alimentaire, effectivement, est une réalité. Néanmoins, ne rendons pas nos enfants, adolescents coupables de jeter à tout va. En effet, comme nous l'indiquait Aurélie lors de la commission, un os de poulet et un trognon de pomme ne sont pas les mêmes déchets qu'une assiette jetée de façon inopportune. Et je pense que ça pourra aussi être un beau projet à poursuivre avec notamment les CME et CMJ. Merci Hélène pour ces précisions. S'il y a des remarques sur sa délibération, je vous invite donc à voter. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe au pôle culture avec la ludothèque Drago Ludo.
Oui, alors c'est un renouvellement. Nous avons un excellent partenaire en la personne de l'Association des bibliothèques françaises qui permettent aux agents de la bibliothèque de poursuivre leur travail de sensibilisation au jeu avec tous les bienfaits que cela procure. Donc c'est un renouvellement d'adhésion. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des remarques? Je vous invite donc à voter sur cette délibération. 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe au pôle des solidarités avec l'adoption du règlement des aides facultatives. Madame Della. Donc, le service emploi insertion formation accompagne des personnes dans une démarche d'insertion sociale et professionnelle lors de leurs différents parcours. Il peut être amené à actionner certains dispositifs financiers pour faciliter la démarche d'insertion. Donc, il convient ce soir de voter le nouveau règlement défini pour l'attribution des aides facultatives qui annulera et remplacera les dispositions antérieures. Merci Manuela. Alors juste une précision sur ce règlement où on a eu l'occasion d'en discuter au CCS. Donc une phrase a été ajoutée sur un paragraphe qui faisait débat. Donc la phrase qui a été ajoutée sauf situation particulière. Sur le paragraphe qui posait question justement en séance du CCS qui était reporté mais pour laquelle on a eu l'occasion d'échanger. Je précise que vous m'avez posé la question. Voilà, donc je le devance. J'en profite pour remercier Pascal Lemoine qui n'est pas là ce soir non plus, mais qui a fortement travaillé sur la mise en place de ce règlement des aides facultatives. Alors elle est présentée, mais malheureusement la période fait que ça n'est pas possible pour elle, puisque dès sa prise de fonction, elle a souhaité, elle a travaillé, ça fait des mois et des mois qu'elle est sur ce règlement, car dans toutes les communes, le CCS est un partenaire des communes pour soutenir les projets. Jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas, donc elle avait à cœur de pouvoir mettre en place ce règlement, donc on a une pensée pour elle ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, je vais donc mettre aux voix ce règlement. Donc 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour tout le travail qui a été fait par les services également, tout le pôle des solidarités sur ce document. La convention VIPCAPS pour les ateliers de vie quotidienne, Manuela. Donc l'atelier de vie quotidienne et de communication est un dispositif accueillant un groupe de 20 femmes, en majorité immigrées et immigrantes. Donc il convient ce soir de renouveler la convention avec les CAPS. Merci Manuela. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite donc à voter. Donc, 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité et je vous remercie. On passe donc au pôle technique avec une première délibération, pôle technique 01, donc pour laquelle des modalités juridiques particulières étaient attendues sur cette délibération et qui ne sont pas arrivées dans les temps. Je vous propose que cette délibération ne soit pas soumise au vote et soit reportée à un prochain conseil municipal. On passe donc à la délibération numéro 2 sur le pôle technique avec l'adhésion au CAE 76. Le CAE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, est un organisme qui est investi d'une mission de service public. Il va nous accompagner gratuitement, entre autres pour le projet d'espace socio-écologique multisport des Essarts, en matière de bâti, d'espace public, d'urbanisme, de paysage et d'environnement. Il y a une petite participation, une cotisation qui est fixée à 0,119 € par bâtiment. Je vous laisse faire le calcul. Merci Fabrice. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je ne vois pas, donc je vous invite à voter. Un vote. 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je pense. La dernière délibération sur la dénomination de voie nouvelle. Alors, voie nouvelle qui n'en est pas une, on est plutôt dans le prolongement du boulevard du Rouvray. Vous avez tous vu dans la presse qu'une plateforme logistique, pour ne pas la citer, Colissimo, va arriver d'ici quelques mois.
Il y a une petite déviation qui est déjà en place, mais qui sera ouverte lorsque cette plateforme arrivera. Et Aropa, donc le port de Rouen, nous demande de nommer cette voie. On a été très original, on a gardé le même nom, boulevard du Rouvray, donc cette voie s'appellera boulevard du Rouvray, donc du début du boulevard du Rouvray jusqu'à la sortie vers le boulevard industriel. Merci Fabrice. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite donc à voter. Vote pour, c'est donc adopté à l'unanimité et je vous remercie. Mes chers collègues, il est donc 20h02. Nous avons épuisé l'heure du jour de ce conseil municipal. Je vous donne rendez-vous en mars prochain. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Et donc à l'année prochaine. Merci.